この退屈でなんてことない光景に秘められたどこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。そこで暮らしていたなんてことない私はひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような誰も知らない私たちだけの大冒険を。あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。私はライザリン・シュタウト、通称はライザ。 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique jeux vidéo de Kuro et Fili. Après avoir abordé précédemment la saga Atelier dans sa globalité, je pouvais pas m'arrêter ici et continuer sur cette lancée en vous parlant du dernier jeu sorti, Atelier Ryza 2. Ouais, mais j'avais quand même bien envie d'en parler. Et surtout, cet atelier, en complément du premier Atelier Ryza sorti il y a un peu plus d'1 an, est tout de même bien différent des anciens pour qu'on s'y attarde dessus. On est donc reparti pour une nouvelle aventure avec Ryza Inishtaut pour découvrir, comme son titre l'indique, les légendes oubliées et le secret de la fée. Atelier Ryza 2 est un jeu vidéo RPG Craft sorti en décembre 2020 au Japon et janvier 2021 pour le reste du monde. Il est édité par la Koei Tecmo et développé par Gust qui est principalement connu par cette série et avec d'autres sortes de dérivés comme Manakemia ou Art Onelico, mais aussi du seul jeu Fairy Tail existant à la sortie de cette vidéo. Atelier Ryza 2 est bien évidemment la suite directe du jeu Atelier Ryza Ever Darkness and the Secret Hideout sorti en 2019 et reprend les principes de base qu'il proposait. Il est important de noter que c'est le même protagoniste qui est utilisé pour une suite dans un même univers dans l'ère post-3D des ateliers. Il est donc totalement légitime de se poser la question, faut-il avoir fait le premier pour jouer au deuxième? Ben là on pouvait vraiment s'en passer dans les jeux précédents, ici je vous dirais autant oui c'est toujours mieux de l'avoir fait avant, mais d'un autre côté non c'est pas grave parce qu'on te donne quand même un résumé extrêmement léger au début du jeu. Mais surtout oui car ici on évolue avec le même protagoniste et les autres personnages qui l'ont entouré sont aussi de retour. Donc les découvrir à partir du deuxième jeu uniquement, ben ça leur retire pas mal de matière pour la comprendre intégralement. Je pense donc qu'il est important pour moi de vous faire une présentation rapide du premier Atelier Ryza pour comprendre comment on est passé de ça à ça. On va en reparler de toute la dimension, voilà quoi. L'histoire nous raconte la vie de Ryza Inishtaut dans la lignée de la majorité des protagonistes de la série qui voient son nom raccourci. Ryza est une fille qui a rien du tout à la base. Elle est une simple fille d'agriculteur et veut s'échapper de cette vie avec la seule idée en tête, partir à l'aventure avec ses deux compagnons d'enfance, Lens le garçon beaucoup trop bodybuildé pour son âge et Tao qui a sûrement 1 ou 2 livres chez lui. C'est un certain jour après avoir débarqué sur la grande île à côté de chez eux qu'ils décident de partir pour de vrai à l'aventure, s'attaquer à des slimes locales, des belettes et des fées sauvages et sauver leur futur nouvel ami de la menace de la chaîne alimentaire, bref le starting pack d'un début d'aventure de RPG classique. Cependant, ils n'avaient pas prévu la belette au skin bleuté qui passait par là, et ils se retrouvent donc plongés dans le tragique combat obligatoire à perdre pour mettre tout le monde à terre, mais heureusement pas dans les cinématiques. Ils se feront ensuite sauver par les deux derniers protagonistes du groupe, la caution plus fanservice que Ryza, et le futur maître de Ryza qui utilise son item du DLC à 5,49€ pour one-shot la belette. Après être rentrés au bercail, nos 3 premiers amis trouveront un grand intérêt envers les 2 mystérieux étrangers. Ryza deviendra l'apprenti d'Empel, Lent ira s'entraider avec Lila dont on n'a pas vu un seul mouvement de combat, et Tao s'appuiera sur Empel pour développer ses capacités de lecture. Quant à Claudia, la dernière qui les rejoindra plus tard, son seul but est de réussir à jouer de la flûte devant son père alors que visiblement en combat pour tuer des monstres, ça ne la dérange pas du tout. Voilà grosso modo pour le début de l'histoire. Le plus gros ensuite sera donc une aventure sur la grande île à explorer, résultant surtout sur le but d'Empel et Lila, qui est une mission de type sauvetage d'un monde extérieur et éviter une invasion d'envahisseurs démoniaques sans personnalité car c'est pas bien d'être méchant. Donc ça va quoi, la case sauver le village ou un monde est coché et ils vécurent tous heureux à créer plein de bombes et dupliquer des pierres philosophales à l'infini. Non, je déconne pour la fin. Globalement, ils vont tous se séparer pour vaquer à leur occupation personnelle, laissant au final Ryza toute seule chez ses parents à pratiquer son hobby. Mais élément perturbateur, le caméraman a changé et nous offre le buste de Ryza en contre-plongée comme introduction pour le deuxième jeu. Mouais.
Nous voici donc 3 ans plus tard où Raiza se retrouve dans un port qui ne semble pas être chez elle. Et comme on ne sait pas ce qu'elle fait ici, flashback peu de temps avant pour trouver la raison. Raiza se sent un peu bloquée dans sa vie de touilleuse de chaudron, mais heureusement pour elle, le riche du village débarque chez elle pour lui confier la tâche de découvrir ce qu'est le mystérieux objet aux couleurs cosmiques qu'il lui a apporté. Ce à quoi elle ne pouvait pas répondre non, en plus d'avoir été invitée par son ami Tao à rejoindre la capitale pour des recherches. Et c'est après un syndrome ratieux d'image Transformer 5 qu'elle décida d'aller à la capitale du pays pour y effectuer ses recherches et retrouver ses amis qui pourraient l'aider. 決めた。やっぱり行こう。行くしかない。タオたちがいる王都アスラームバートに。 Et voilà concernant le synopsis de Raiza 2. Et pour vous donner mon avis global sur le premier jeu, je le résumerai en une phrase qui peut paraître un peu dure. Le premier Raiza est un gros brouillon du deuxième. L'histoire est beaucoup plus intéressante à suivre que son prédécesseur. Dans Raiza 1, les personnages voulaient partir à l'aventure pour partir à l'aventure, et la narration était un peu bancale sur le déroulement, définissant des objectifs à la volée et devenant intéressant seulement à partir du milieu du jeu. Dans Raiza 2, l'objectif est posé dès l'entrée. Découvrir le secret du truc qui ressemble à un œuf, il n'y a aucun suspense à cacher vu que c'est dans le titre du jeu, on découvrira très vite qu'il s'agit de la mascotte du jeu Fi, mais cela ne change pas l'objectif initial. Dans cette nouvelle aventure, Raiza sera accompagnée par ses anciens amis fidèles à eux-mêmes, mais aussi de 3 nouvelles têtes avec Patricia alias Patty, la petite aristocrate étonnamment agréable même si elle tire une tronche de suspicieuse la moitié du temps, Clifford le chasseur de trésors solitaire mais très cool, tant il dégage une sincérité palpable sur sa manière d'être, et Seri, une non-humaine de type Oren qui possède les attributs d'une Oren normale. Empel et Lila sont aussi de retour, mais non jouables car ils n'ont pas eu le droit à un nouveau design, mais ils serviront une fois de plus à faire avancer plus efficacement que les autres le scénario en parallèle. J'ai pas grand chose de plus à dire sur l'histoire, ça reste du classique au classique, même si, on le verra plus tard, elle arrive à mieux allier le gameplay pour impliquer davantage de joueurs dedans. Et pour parler du gameplay, je me suis rendu compte avec la dernière vidéo où je présentais tous les systèmes d'atelier en général, il y en a quand même beaucoup. Et celui-là ne fait pas exception, il y en a vraiment beaucoup. Je pense même beaucoup trop de systèmes à appréhender. Du coup, n'hésitez surtout pas à utiliser le système de chapitres juste en bas pour visionner vraiment les parties qui vous intéressent le plus sur le jeu. Et pour les plus courageux, c'est parti! Nous voici donc à la capitale, où Raiza s'installera le temps de son aventure gratuitement en l'échange d'être une femme à tout faire avec un chaudron répondant à la demande d'un peu tout le monde. La ville est grande et plutôt agréable à visiter et se divise en 4 grandes parties en plus de l'atelier où on peut se rendre pour aller principalement se balader pour déclencher les événements principaux qui font avancer l'histoire, les secondaires pour parler avec un peu tout le monde et bien sûr faire des trucs de RPG normaux. Et premier bon point notable, certains PNJ non indispensables à l'histoire principale possèdent une voix ainsi qu'un minimum de personnalité. Entre Denis le forgeron, Cassandra l'agricultrice, Zéphine la réceptionniste du café, ou encore le retour de Romy du premier épisode, le jeu renoue avec ce que la série aime faire, mettre un visage un minimum attachant à un élément de gameplay pour le rendre agréable. Denis récupérera donc pour lui le système de forge pour renforcer nos armes en repoussant leurs limites, Cassandra possède l'espace pour planter des graines et récolter des ingrédients généralement meilleurs que dehors, Zéphine s'occupe du café qui contient les quêtes annexes, qui est totalement classique, et Romy récupère le système de pièces rares en plus d'ajouter un système de développement des boutiques générales qui réhabilite tout le système de boutiques en bien. En effet, c'est assez rare dans un atelier d'avoir un véritable besoin de vendre des objets, surtout vu le prix de vente assez risible, mais à la place on peut développer toutes les boutiques qui sont assez nombreuses en les faisant ajouter du stock ou des variétés dans leur choix. Ce qui est vraiment utile en début de jeu ou en New Game Plus ou pour dépanner dans une certaine mesure. Elles seront aussi influencées par un nouveau système de réputation envers les différents types de personnes de la ville, comme les enfants, les étudiants, les citoyens ou les citadins. Et ça se remplit assez rapidement en complétant tout simplement les quêtes annexes. C'est un peu gadget, mais c'est toujours sympathique de voir les petites cinématiques des différents personnages qui viennent remercier Raiza après avoir maximisé une réputation. Mais assez parlé des personnages secondaires, ce qui nous intéresse ici ce sont surtout les personnages principaux et surtout... non, l'exploration. Parce que oui, Raiza 2 est un jeu d'exploration. Enfin, pas complètement, mais beaucoup plus que le premier en tout cas. Dans ce monde qui a l'air ouvert mais pas trop, on voyagera dans différents lieux pour se battre, collecter des ingrédients, montrer son plus beau profil dans des endroits exigus, escalader des lianes bizarrement placées, grappiner des artefacts 100% habiles 0% subtils, traverser prudemment des ravins en marchant glissant, chevaucher une belette géante, nager dans l'eau et même sous l'eau, mettre en avant la déchirure arrière droite sur le mini-short de Raiza. Mais la plus grande nouveauté cette fois réside dans la visite des ruines pour trouver des indices permettant de découvrir les secrets liés à Fi. Et pour découvrir tout ça, ils ont mis un système d'énigmes qui est juste ok.
Pour une fois, un nouvel intérêt à parcourir les cartes est présent et ça fait réellement du bien. Même si tout est ultra simplifié, à savoir ouvrir des coffres pour débloquer la boussole à indice puis juste suivre la boussole pour tous les récolter, le fait est qu'on nous fait voyager aux quatre coins de chaque ruine pour faire avancer le scénario et c'est plutôt sympa. Avec les indices rassemblés, il y a un mini-jeu où il faudra les faire correspondre avec leur équivalent et il n'y a aucune difficulté à remplir ses objectifs. Le texte découvert permet de densifier le lore du jeu, mais c'est assez difficile d'avoir envie de lire toutes les petites histoires liées à une simple photo. Tout est pensé pour que ce soit rapide, ça reste très dirigiste, mais ça veut éviter la simplicité linéaire d'aller à la marque bleue pour déclencher l'événement scénaristique suivant. C'est pas révolutionnaire, même un tantinet redondant, mais saluable sur le principe. Mais bien sûr que ne serait pas une véritable aventure, et surtout un RPG, sans la faune qui veut ta mort alors que tu peux juste cueillir des fleurs. Il est temps de parler des combats de ce jeu. Si vous avez joué au premier Ryza, vous ne serez pas dépaysé. Déjà, vraiment pas par son bestiaire qui a évolué que par ses boss. Parce que sinon, 99% des monstres est identique au premier jeu, et au mieux, un poil redesigné. Et ok, on peut justifier ça par le fait que ce soit le même monde, le même univers, mais c'est quand même assez décevant sur ce point. Bien que le système du premier jeu ait tout de même été revu et semble bien différent dans le ressenti, les grandes lignes restent là. On est sur du semi-tour par tour avec un temps d'attente visible à deux endroits, la jauge ATB personnelle et la jauge générale du combat en bas à droite, et même la jauge ATB de l'ennemi. L'ergonomie des combats a été grandement améliorée en mettant les commandes de base sur les touches principales et un bouton raccourci pour les compétences, car ils se sont sans doute rendus compte qu'à force de ne pas dépasser les 4 compétences par personnage dans les ateliers, c'était effectivement plus facile d'y accéder avec un bouton rapide à maintenir. Fini les actions uniques par tour, maintenant les combats reposent principalement sur l'utilisation fréquente des compétences pour augmenter la jauge tactique qui permet d'augmenter la limite de champ d'action possible. Chaque attaque normale augmente un compteur de points d'action commun qui sert à utiliser les compétences, et donc ces fameux combos consistent à enchaîner les compétences jusqu'à épuiser les points d'action cumulés. C'est un peu bordélique en termes d'explication, mais on se rend compte que le système est plutôt bien pensé pour se défouler sans trop d'attente entre deux combos. Le bouton triangle permet d'activer une garde qui réduit les dégâts et donne un bonus de PA si elle est bien timée. C'est assez difficile à prendre en main à cause des animations des ennemis qui peuvent être hasardeux à comprendre, et le personnage qui prend aussi un certain temps d'animation à se mettre en garde. Un autre bouton permet de passer à un mode agressif qui consiste à donner aux deux personnages non contrôlés la possibilité d'utiliser leurs compétences et les objets, mais il n'y a quasiment pas de moment où on peut se dire qu'il y a un vrai intérêt à le faire. Les deux autres coéquipiers se contentent de vous fournir tous les PA nécessaires pour faire plus de combos qu'on pourrait le penser, mais ils ne sont pas non plus de simples générateurs de PA. Ils vous demanderont fréquemment des compétences d'ordre qui leur permettront de déclencher des attaques spéciales qui leur éviteront de faire de la figuration sur le terrain, en plus de pouvoir aussi annuler avec de la chance l'animation d'attaque en cours de l'ennemi ciblé. Et effectivement qu'au rôle, il y a un quatrième personnage en support qui peut être appelé pour remplacer le personnage actif, en plus de lancer une attaque gratuite. Ce qui est très utile lorsqu'un autre est tombé au combat ou que la jauge d'attente de l'actif est souvent réduite après l'utilisation d'un objet. Ce qui me permet de vous parler de l'utilisation des objets, dernier élément indispensable et même limite principale dans un atelier. Ils offrent l'avantage de mettre au combat en pause pour choisir tranquillement l'objet, et c'est aussi la seule manière de pouvoir se soigner normalement, donc oui, merci d'avoir mis ça en pause et éviter le cafouillage stress de Ryza 1 qui ouvrait des menus sans pause pour choisir les objets et cibler le bon personnage à soigner. On peut attribuer jusqu'à 4 objets par personnage et la qualité, les caractéristiques et les effets de l'objet utilisé déterminent son efficacité. Il est aussi possible de sacrifier 10 points d'action pour activer le menu d'objet sans la jauge d'ATB pleine pour attaquer rapidement. Il y a encore un compteur à part qui permet d'utiliser un ou plusieurs objets et ce compteur augmente aussi avec l'utilisation des compétences. Plus tard dans le jeu, il sera possible d'obtenir des compétences uniques nécessitant des combinaisons d'objets spécifiques pour déclencher une fois par combat un nouvel objet plus puissant. Au niveau 50, les personnages débloquent aussi leur attaque ultime au prix de vider toute la jauge tactique, sauce traditionnelle au JRPG de ce style avec trop d'animation pour beaucoup de dégâts, mais on aime toujours ça. Les combats de Ryza 2 ont l'air d'avoir beaucoup de choses à prendre en compte et je n'ai même pas parlé de tout, mais sachez que même sans les objets ou attaques ultimes, tout s'enchaîne pour rester dans une action plutôt fun, même si la stratégie elle change pas des masses. Mais après c'est surtout du côté visuel que ça s'apprécie, c'est vraiment cool, mais ça peut paraître un peu confus, tellement on essaie de nous mettre dans l'action en nous en mettant plein la vue. Là où dans le premier opus ils avaient adopté une caméra d'ensemble sur tout le combat plus dynamique dès que le personnage actif bouge, dans le deuxième on reste derrière le personnage contrôlé et on regarde uniquement la cible pendant que tous les autres sur le terrain font leur vie de leur côté. Et ça peut devenir un vrai bordel visuel, gênant quand un ennemi hors champ nous attaque, mais très sympathique lorsqu'on enchaîne toutes les compétences d'affilée. D'ailleurs c'est vraiment cool de voir les différentes animations pour la même compétence lorsqu'on l'active 2 ou 3 fois d'affilée. Chaque personnage a des petites spécificités pour appréhender la vitesse d'exécution des attaques normales et compétences, genre Ryza et Tao sont très rapides, alors que Lens prend du temps avec sa grosse épée.
Personnellement, j'ai joué les 90% du jeu en contrôlant Patty avec son épée disproportionnée et j'ai trouvé ses animations de combat vraiment stylées et avec un timing agréable à prendre en main. Et après vous avoir balancé un million d'informations et que c'est complexe de tout comprendre de manière décousue, je vous propose une phase de combat complète pour vous permettre de mieux ressentir toute l'ambiance agitée qu'il peut s'en dégager. なんだ余裕余裕そこよっとはあそこやっせー届いていくよそこよっとはあ連続よパティ僕に合わせてエンド僕に任せてエンド任せて連続よそこまだまだ風を感じる光が降り注げこれならどう連続よそうだ包み込んで私が守るよせー任せて連続よ任せてくださいせー連続よパティエンド僕に合わせてまだまだ連続よまだまだこれなら見える連続よ何か使えるものはないの？決めさせてもらうわ。当然の結果よ。Voilà qui conclut la partie sur les combats qui vraiment aujourd'hui peut se classer parmi les meilleurs et les plus plaisants à prendre en main dans la série. Enfin, maintenant il est temps de parler du gameplay le plus important du jeu et dont je n'ai toujours pas prononcé le nom jusqu'à présent, l'alchimie. Raiza a introduit une nouvelle manière de faire de l'alchimie tout en gardant sa base. Une recette, des ingrédients indispensables à mettre dedans et de l'espace supplémentaire pour ajouter d'autres ingrédients. On parlera ici de différentes boucles avec des valeurs d'éléments qui augmenteront selon la qualité des ingrédients utilisés. Et les ingrédients, on les achète, on les récupère en combat, on peut les récolter chez l'agricultrice, mais on ira surtout les fouiller un peu partout à l'extérieur. Et pour faire très court sur la fouille, en plus de ramasser ce qui traîne par terre ou creuser efficacement avec la belette sympa, il faudra créer des outils pour étendre son champ de collecte. Raiza pourra ainsi donc enfiler sa casquette de pêcheuse, de bûcheronne ou de pyromane pour ainsi accumuler toutes les ressources infinies du coin et les transformer dans son atelier en de nouveaux objets en prenant soin de faire fi de toute notion d'échange équivalent. L'interface à l'arrivée peut faire un peu peur, mais on nous explique le principe qui est en fait tout simple et qui se révèle être très complet. C'est même tellement complet que c'est difficile de vouloir tout utiliser juste pour faire l'histoire. Et j'ai dénombré non pas 2 ou 3 systèmes, mais 9 systèmes autour de l'alchimie de base pour étendre les possibilités de développement des objets. Alors accrochez-vous, on va essayer de faire ça vite. Avant toute chose, il faut savoir qu'il n'y a plus aucun challenge sur la qualité des créations. Raiza 2 ne fait plus de moyenne de qualité entre tous les ingrédients, à la place la qualité ne fera qu'augmenter, ce sera donc vraiment très facile d'arriver à la qualité maximale sur n'importe quel objet. Et c'est un peu dommage car il retire totalement la notion de choix d'ingrédients en fonction de la qualité ou des effets. On commence donc la myriade de systèmes par l'altération des recettes, qui consiste à partir d'une recette à atteindre un certain point de boucle pour créer un nouvel objet. La subtilité de ce système est qu'à l'arrivée dans une nouvelle recette, il est possible d'ajouter encore d'autres ingrédients et même d'atteindre encore une autre recette. En second lieu, la réduction en gemmes qui est à la base de la plupart des autres systèmes. Il permet de transformer n'importe quel objet ou ingrédient en gemmes qui serviront à se dépenser sur quasi tout le reste. Le seul truc à noter dessus est qu'il en faut vraiment beaucoup pour parvenir à ses fins les plus poussées. Le troisième système est la possibilité de reconstruire un objet issu de notre chaudron. Lors d'une création simple d'objet, il sera très rare d'arriver à mettre assez d'ingrédients dans toutes les boucles pour débloquer toutes les meilleures caractéristiques de l'objet final. C'est là que la reconstruction intervient pour combler ces manques. Le niveau d'objet augmentera à chaque ingrédient supplémentaire et n'aura que pour limite le cap de niveau actuel ou le nombre de gemmes possédées. Le quatrième système est la duplication d'objets où son intitulé résume tout. Encore une fois en échange de gemmes, on peut répliquer autant de fois nécessaire n'importe quel objet créé mais pas les ingrédients. Le cinquième s'appelle Denis. Il s'agit tout simplement de la forge qui permettra d'augmenter gratuitement la puissance des armes, en plus d'ajouter des effets supplémentaires jusqu'à 3 slots. Et petit conseil d'amis, il vaut mieux se concentrer sur les effets supplémentaires provenant d'autres objets, plutôt que chercher à monter le plus haut possible les stats de base de l'arme. Le sixième et septième nouveau système de Raiza 2 est l'apparition d'essences dans l'alchimie. Tout d'abord l'affinage qui, en échange à nouveau de gemmes et de brumes élémentaires à récupérer, soit pendant la réduction de gemmes, soit en fin de combat, permettra de créer des essences d'éléments qu'on pourra ajouter dans les boucles, ce qui aura pour effet de soit changer le type d'élément à utiliser pour cette boucle, soit débloquer un niveau de puissance.
et ils sont indispensables à maîtriser un minimum pour accéder aux effets maximum des objets, surtout pour les objets d'exploration. C'est un très bon système mis en place pour limiter le potentiel des objets si on oublie de l'utiliser, forçant du coup le joueur à réfléchir un peu à comment optimiser sa recette grâce à ses essences. Sans ces essences par exemple, il ne sera pas possible de débloquer la capacité de se déplacer à la vitesse maximale qui rend le jeu plus agréable à parcourir. Le 8e nouveau système est le lien d'évolution entre deux objets. Il permet d'ajouter un nouvel effet supplémentaire à un consommable en combat selon l'autre objet en parallèle. Et le dernier n'est pas vraiment un système comme les autres, mais un simple arbre de compétences qui consiste à débloquer les recettes de base, ainsi que d'augmenter les limites de l'alchimie entre la quantité d'ingrédients possibles à ajouter, le niveau de qualité maximum ou général des objets. Les points de compétence et le déblocage automatique de certaines parties s'obtiennent en avançant dans l'histoire avec les énigmes ou à chaque synthèse. Ils se complètent assez vite et on se retrouve avec un trop-plein de PC inutile qui fait que ce système est vraiment là pour faire joli. Et on en a fini avec tous les systèmes du jeu. Dans l'atelier, il y aura un puni gentil qui s'incrustera et qu'on pourra nourrir pour le laisser partir en expédition et le faire amener plein d'objets différents dont des décorations pour embellir le séjour. Le puni gagnera de l'expérience et à chaque palier de 10 niveaux, on pourra plus le nourrir et augmenter ses caractéristiques pour qu'il ramène de meilleurs objets. C'est pas indispensable, mais toujours cool d'avoir un fournisseur d'objets aléatoires supplémentaires qui ne coûte que quelques objets. Plus tard, on pourra retrouver Rôti d'agneau numéro 2 pour s'entraîner au combat sans danger de représailles afin de maîtriser les meilleures stratégies d'attaque, et Rôti d'agneau numéro 3 qui fait la même chose en proposant des défis qui seront là pour nous faire constater qu'on ne maîtrise pas toutes les subtilités du système de combat. Et cette fois, c'est vraiment terminé. Il y a tellement de systèmes à ne plus savoir quand en faire. Je pense que j'en ai utilisé au maximum 2/3 d'entre eux sur mes 60 heures de jeu. Et ce n'est que vers la fin que j'ai commencé à capter des trucs que je n'utilisais pas vraiment avant ou que j'ai juste zappé l'explication. Mais bon, ça m'a pas empêché de finir le jeu sans que ce soit indispensable. Atelier Ryza 2, qui est la résultante de plus de 20 jeux précédents, connaît ses points forts et nous offre énormément de possibilités pour un truc à la base toute simple, mais il ne donne pas non plus l'impression d'offrir autant de styles de jeux différents. Il repose sur un système facile à apprendre et plutôt difficile à maîtriser, car il donne de nombreuses occasions de découvrir ou comprendre le véritable but de chaque système, et quand on trouve comment en abuser, on se sent supérieur à l'exploiter sans limite. Petit exemple symptomatique, si vous trouvez une méthode pour créer des équipements aux statistiques abusives assez tôt dans le jeu, vous rigolerez bien lorsqu'un nouveau personnage rejoint votre équipe avec son équipement tout claqué au sol. Il est temps de relâcher la pression sur tout ce qui est gameplay car le corps repose sur du solide et maintenant il est temps de parler du packaging. Et je pense que vous avez compris de quel packaging je fais allusion. Ouais, on va parler de ça. La série Atelier partait d'un chara-design assez général qui a su se faire son public, une jeune fille mignonne, au trait fin, assez maigrichonne et qui est ni trop belle ni loin d'être moche, encore une fois vive tous les chara-designs d'Atelier. Mais depuis Ryza, la série a volontairement décidé de tenter autre chose, rendre son héroïne beaucoup plus... c'est exactement ça. Et ça n'a pas loupé, le premier Ryza est devenu l'atelier le plus vendu de la franchise, et Ryza 2 a passé les 150 000 copies à la première semaine de sa sortie. Et c'est vraiment cool pour la série, je suis sincèrement content de voir qu'elle étend son public, mais de cette façon, je suis pas très fan. Et ça m'énerve un peu parce que Ryza est une bonne héroïne. Ryza est cool, elle possède les profils normaux du héros juste, elle est sympathique, elle est dynamique et très altruiste, tout est fait pour la rendre mignonne et attachante, comme d'ailleurs la majorité des anciennes alchimistes. Mais aucune attitude ou événement particulier dans le cœur de l'histoire ne met en avant ses attributs physiques. C'est un peu bizarre à dire, mais je trouve que son chara-design rentre en conflit avec l'image qu'elle dégage dans l'histoire. Alors je ne dis pas qu'elle ne doit pas ou qu'elle n'a pas le droit d'avoir ce design, mais on trouve tout plein de petits trucs dans le jeu qui font que... Oui, je le sais, c'est la faute de devoir vendre, et pour faire vendre, faut montrer la protagoniste sous son meilleur angle. C'est même d'ailleurs vachement étonnant des deux jeux Ryza de ne pas avoir eu le droit à la scène des bains publics, qui est pourtant assez monnaie courante dans les ateliers. Youpi! Mais Dieu sait que vous pouvez trouver des fanarts qui sont bien plus que ça. Donc ouais, ça fait vendre, c'est cool, mais j'approuve pas trop leur méthode. Mais en même temps, est-ce que je peux leur en vouloir parce que malheureusement, ça fait partie des méthodes efficaces pour que ça puisse se vendre correctement. Et c'est triste, parce que je le redis encore une fois, mais Ryza est cool. Et pas qu'elle d'ailleurs, tout son entourage est cool. Même si, bon, j'ai pas tant aimé que ça le premier Ryza la première fois que j'y ai joué. Lorsque j'ai joué à Ryza pour la première fois, j'avais un certain problème avec les personnages. Ce sont de purs archétypes ultra clichés où on sait directement qui va servir à quoi.
Ryza et la dynamique qui fonce, Lent le musclé au grand cœur, Tao le peureux intello, Claudia la fille à papa, Lila et Empel les adultes guides. Les ateliers m'avaient habitué à suivre l'histoire de l'alchimiste à qui les différents alliés se greffent à lui pour l'aider. Et ces alliés seront surtout de simples combattants dans l'histoire principale, puis on s'attache à eux grâce à des scènes qui sont le plus souvent face à face avec l'alchimiste et assez peu avec les autres sauf pour dire bonjour. Et ce jusqu'à la fin du jeu où on peut choisir une route pour se concentrer sur l'un d'entre eux en particulier. Ryza a opté pour une histoire totalement linéaire avec une seule fin, ce qui redéfinit beaucoup de choses. En effet, les alliés n'agissent plus comme de simples individualités, mais comme un groupe, et c'est sur ce point-là aussi que Ryza 1 et 2 tirent son lot sur les autres trilogies. Les interactions groupées pour qu'ils avancent tous ensemble sont beaucoup plus nombreuses, chacun apporte sa phrase pour dire qu'il est impliqué à la vie du groupe, et les relations deviennent beaucoup plus fortes et naturelles entre tous. Il faut aussi noter l'apparence du menu principal qui évolue en même temps que l'histoire, et qui contribue totalement à l'attachement des personnages. Je vais oser le dire, mais l'alchimie entre les personnages est vraiment très plaisante. C'est forcément plus facile lorsqu'il n'y a qu'une seule fin de faire focaliser tout le monde sur un seul objectif, mais force est de constater que ça marche plutôt bien. Ryza 2 arrive aussi à intégrer efficacement les histoires annexes pour chaque personnage individuellement, pour arriver à leur fameux dessin dédié. Et heureusement que ces magnifiques dessins sont là pour nous mettre de la beauté aux yeux, parce que même si Gust n'est pas un énorme studio de développement et qu'on ressent vraiment la limite technique en termes de graphisme, ben niveau mise en scène, c'est pas encore ça, quoi. Quoi? Non, sérieux? Et ça, c'est même pas bien fait, quoi. Merci, Gust, d'avoir enfin mis en place un bouton qui permet la lecture automatique. Cependant, même si la vitesse est configurable, c'est pas très malin de l'avoir laissé sur les phases de tuto qui sont nombreuses et dont il faut être attentif à la première lecture, ou même sur les scènes avec les dialogues non doublés qui passent beaucoup trop vite. Mais merci de l'effort apporté. Et concernant donc la mise en scène, c'est juste inexistant. C'est assez décevant en plus de se dérouler dans le même décor que durant le jeu, c'est-à-dire que pendant les scènes tu vois les éléments collectables qui brillent, ce qui n'est vraiment pas ouf pour l'immersion. C'est la mise en scène qui fait qu'on se souvient beaucoup plus d'un jeu que d'un autre, elle est donc très importante, ce n'est pas pour rien que ce passage qui a 20 ans est resté en mémoire de tous ceux qui y ont joué. Même si on pense surtout à la voix, c'est toute la mise en scène autour et le dialogue avant pour en arriver là qui rend ce passage vraiment marquant. Et le pire, c'est que Gust en est capable, parce que oui, ça existe dans Ryza des moments où les personnages sont véritablement vivants et ne bougent pas selon une palette d'animation prédéfinie qui se déclenche à chaque fois qu'on passe un dialogue. C'est dans l'introduction. Non, pas cette intro-là. Je parle du générique d'intro qui n'est pas en 2D d'ailleurs, donc qu'ils ont animé avec les modèles 3D qu'ils utilisent. Et même pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est plus vivant. Et pour être totalement honnête, il n'y a qu'au boss final ainsi que la dernière scène avant le générique de fin où il y a éventuellement eu un effort visible, mais c'est juste ok sans plus. J'ai eu la sensation que c'était une récompense à atteindre de faire l'histoire en entier pour y avoir le droit, et ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà même des graphismes globaux, une bonne narration, nouée avec quelques vraies scènes marquantes visuellement, est le plus gros point à améliorer pour qu'un jeu atelier passe de bons jeux agréables à très bons jeux à suivre et à vivre. C'est agréable, mais il y a un autre problème qui réside dans le rythme du jeu global, arrivé vers la moitié. Et je vais revenir sur un principe d'atelier qui a disparu depuis Atelier Shelly, et qui, je pense, contribue beaucoup à ce rythme. Vous me voyez venir si vous avez notamment joué à la trilogie Arlan, l'absence de la limite de temps. Je sais que c'est un système qui peut diviser car il peut faire peur et annonce dès le départ une fin de jeu prévue. Et il existe un contre-exemple avec Atelier Fieris qui a réussi à prouver qu'on peut mettre une limite de temps très généreuse pour un premier objectif, puis de la supprimer tout en gardant de l'histoire pour continuer de jouer indéfiniment jusqu'à ce qu'on décide de déclencher la fin. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avoir un vrai repère temporel permet de mieux rythmer l'histoire, en plus de modifier la façon de jouer avec de vrais choix entre farmer, explorer et synthétiser. Quand il n'y a pas de limite de temps, tout devient plus simple et on peut passer si l'on veut 10 heures d'affilée à synthétiser tout et n'importe quoi en faisant plein d'allers-retours dans les zones de collecte. Mais ça pose des problèmes, déjà de potentielle cohérence car on peut avancer dans l'histoire, déclencher une scène où les personnages veulent juste ouvrir une porte, puis rentrer à l'atelier avec un simple raccourci, puis faire des quêtes pour monter sa réputation, puis friendzoner sa meilleure amie, puis mourir 4 fois devant un mob sans game over, puis farmer 1 million de gemmes, puis revenir créer des armes surpuissantes pour le stade de jeu où on est, puis s'abonner à la chaîne, puis créer des bombes de démolition, puis se venger du mob qui nous a mis KO 4 fois, puis vendre 3000 tonnes de déchets carbone pour réduire l'économie, puis nourrir son slime, puis mettre une chèvre de son décor, et seulement après décider de revenir avancer l'histoire alors qu'on n'a pas synthétisé les bracelets de l'amitié avec sa copine. Bref, on peut faire un peu tout n'importe comment et ça pose ses avantages comme ses inconvénients. Le jeu n'est pas foncièrement long selon sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Je pense qu'en ligne droite il peut se faire sans trop de problèmes en une trentaine d'heures de jeu, et beaucoup plus si vous êtes comme moi à perdre du temps sur l'alchimie juste pour voir comment booster les stats des personnages au maximum. Il propose 3 modes de difficulté changeables à tout moment, et on peut en débloquer 3 supplémentaires une fois le jeu terminé, ce qui est un peu dommage de ne pas le proposer de base pour les habitués de la série, histoire de leur donner plus de challenge sans avoir besoin d'un New Game Plus. Le jeu est aussi assez facile à platiner sans aide extérieure pour ceux qui aiment les 100%.
On touche à la fin de cette chronique et je vais rapidement passer sur les graphismes qui a déjà eu son lot de critiques par-ci par-là, ainsi que la musique, mais avant ça, il faut surtout penser à remercier l'Accord Media qui nous propose enfin une version française du jeu. Grande nouveauté, ou plus exactement enfin le retour d'une VF à un jeu atelier depuis Rorona en 2010. Sans doute merci au jeu Fairy Tail juste avant qui y a eu aussi le droit, et qui a ainsi laissé la possibilité à Gust d'être un minimum fiable pour les prochains jeux du studio. Enfin, après avoir fait une dizaine d'ateliers totalement en anglais, c'est assez bizarre de voir nos noms habituels être enfin traduits, et j'ai peu de choses à dire sur la traduction en elle-même. Il y a quelques coquilles qui se comptent sur les doigts d'une main, et ça relève plus de la faute de frappe d'inattention que de la faute pure et dure. Par contre, certaines interfaces souffrent de nos mots trop longs, alors qu'on pourrait peut-être trouver des équivalents plus légers, et on peut encore trouver quelques bribes d'anglais qui peuvent rester par-ci par-là, mais dans l'ensemble c'est très correct. Côté graphisme, on reste sur le moteur du premier jeu, amélioré par rapport au précédent, mais sans conteste faiblard par rapport au jeu d'aujourd'hui. Après, si on reste dans la niche des jeux typés animés qui sont toujours un côté à part à juger, car c'est difficile d'équilibrer un monde soit réaliste, soit fantaisiste avec des personnages qui doivent tirer sur du cel shading ou non, ben ici on est sur du moyen ok. On reste sur du très classique niveau ambiance extérieure, les ruines donnent enfin un peu plus de personnalité au décor, et on peut se plaindre un peu des points PNJ de feuilles qui donnent une impression de fausse 3D. Il y a aussi des textures pas folichonnes comme les fameux tapis roulants de type eau qui traversent certains coins de la ville, alors que d'autres chutes d'eau font parfaitement l'affaire à l'extérieur. Certains effets de lumière feraient exploser le ray tracing tellement ça éblouit l'image, et j'aime vraiment pas la manière dont ils traitent la profondeur de champ dans les scènes. Perso j'appelle ça mettre les éléments en 144p YouTube. La modélisation des personnages reste cool, qui va de pair avec les superbes chara-design de Tori Damono, même si les animations ou les vêtements rentrant dans le personnage sont encore pas mal visibles, particulièrement pour les polières en armure de Lens, qui le rend assez ridicule à se frotter souvent la tête avec cette main. On pourra aussi se plaindre du manque plutôt flagrant de PNJ différents pour faire vivre la ville, les simples rocolos n'étant clairement pas suffisants. Et aussi ils ont beaucoup d'animations communes qui donnent pas mal l'impression de parler à des robots. Niveau musique, il y a une bonne palette de compositeurs présents dans l'OST. Ceux ayant le plus contribué étant Yuki Matsumura, Ryo Uratani et Kazuki Yanagawa qui étaient déjà présents sur tous les ateliers depuis Atelier Totori. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette OST, elle est agréable sans se démarquer d'une autre OST des jeux précédents, les différents thèmes d'exploration qui changent selon le système nuit-jour restent toujours plaisants à avoir, et les thèmes de combat mettent bien dans l'ambiance. C'est de la bonne cam, rien à ajouter, même si j'aime toujours la possibilité de pouvoir mélanger les OST des anciens jeux selon certains endroits. Pour conclure, Atelier Ryza est une duologie intéressante. Quand j'ai dit que le premier était un brouillon du deuxième, c'était sans exagération et peut-être même une étape nécessaire pour que le deuxième opus soit bien supérieur au premier. L'histoire est sympa à suivre à défaut de s'attacher au Pokémon qui nous suit, les combats sont fun en poussant beaucoup plus l'action que ses prédécesseurs, et l'alchimie est toujours plus complète avec tellement de systèmes à disposition que c'est fou de voir qu'ils arrivent encore à trouver de nouvelles idées pour l'agrémenter. On aura peut-être le droit à un troisième opus Secret pour rester dans la lignée des autres trilogies, avec encore Ryza comme protagoniste ou pas. Il y a je pense des indices qui peuvent totalement prétendre à ce troisième opus, comme par exemple le boss qui dit clairement qu'il aimerait vivre une aventure avec eux, et il le faudrait parce que lui aussi il est cool, et surtout il y a un gros élément du scénario commun aux deux jeux qui est lié à elle, et qui n'est pas encore réellement complété et qui peut encore se développer. Par contre, si ça arrive, je ne serais pas contre une nouvelle alchimiste, parce que je suis plutôt friand de l'apprenti qui a pour maître le protagoniste du jeu précédent. Ça peut éviter aussi les rouages du type Ryza a perdu son bâton niveau 99 du jeu précédent, et se retrouve donc au niveau 5 après avoir sauvé le monde une fois. Mais bon, on n'en est pas encore là. Sur ce, c'est la fin de cette chronique jeux vidéo sur Atelier Ryza 1 et 2 au final. C'était extrêmement long, mais quand on aime, on compte pas. On espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura intéressé sur le jeu, tant on l'a présenté en long, en large et en travers, avec certes des défauts, mais quand même de grosses qualités. Merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos, et venir nous voir en live aussi pour d'autres jeux. Et Kuro et moi on vous dit à la prochaine vidéo.